feuilletais les carnets. Dans ce rêve, je parlais à John Lennon. En fait, travailler dans le rêve une conversation, par exemple avec Keith Richards, Mick Jagger, parfois Charlie Watts, c'est fréquent pour moi et c'est depuis longtemps. J'ai commencé à travailler sur les Rolling Stones, c'était en 1983, le livre est paru en 2002. Donc ce travail de... Tu es dans le rêve, tu commences à parler à l'autre qui est là, tout près de toi, et quand tu te réveilles, tu as fait travailler ton livre, tu as fait travailler la personnalité intime de l'autre, tu as recueilli ce qu'il t'a dit dans le rêve. Donc j'ai toujours utilisé le rêve comme moyen de travail. Par contre, je ne me réveille pas de l'autre côté, chez eux, ça c'est un autre exercice. Je reviens à ma table de travail et je me mets au livre. Les Beatles, c'est un monde beaucoup plus compliqué pour moi, beaucoup plus inconnu. Pourtant, de la documentation, j'en ai. C'est pas ce qui me manque. Tu peux pas travailler sur Rolling Stones ou sur Jimi Hendrix sans travailler en même temps sur Beatles. Mais c'est plus instable, plus... Et John Lennon, pour moi, c'est comme Bob Dylan, c'est des sortes de... Le travail, prenez Instant Karma ou Strawberry Fields Forever, cette manière de poser la langue, cette manière d'avancer et que ça... Bon, c'est un grand... Alors j'étais avec lui. Et dans mes rêves, ça ne me surprend pas, ces choses-là. Par contre, ce qui était très étrange, c'est que John Lennon, d'abord, on était maintenant. Et ça ne me surprenait pas du tout qu'on soit aujourd'hui directement avec John Lennon. Il est un petit peu plus vieux que moi, mais même ça se voyait pas. Je pense qu'il était même un peu plus jeune que moi et que ça ne me tracassait pas. C'est que John Lennon, qui était à côté de moi, on se connaissait depuis longtemps. Se connaître depuis longtemps, c'est pas rédhibitoire puisque souvent dans mon rêve, je vais discuter avec ces gens-là. Donc ils sont pas surpris, ils me connaissent. Quelquefois, il y a des choses angoissantes. Par exemple, je dois jouer de la musique en rêve. C'est pas ma spécialité, jouer de la musique. Ça me panique souvent beaucoup. Mais quand il s'agit d'échanger, de questionner, on a un rapport finalement fort. Mais John Lennon, c'est la première fois. Alors, c'est ça qui était vraiment étrange. C'est un gars que je connaissais depuis longtemps et que je connaissais dans une vie ordinaire. C'est-à-dire, en gros, je suis plus prof dans cette école d'art depuis au moins 8 mois maintenant. Mais ça continue de rester. Il y a des mails d'étudiants, tu te tiens au courant de ce que font les profs, tout ça. Donc, quelque part, tu es même tout surpris de la place que tu peux avoir dans la tête parce que tu n'as pas cette contrainte de ce que tu dois. C'est travail salarié, on te donne, tu donnes. Eh bien, John Lennon, figurez-vous, il était prof avec moi dans cette école depuis longtemps et sous son propre nom, John Lennon. Alors dans cette école, on a des profs américains. Il y a toujours eu des profs américains. C'est important d'avoir l'anglais. Donc quelque part, c'était pas avec son accent un peu british, il n'y avait pas de problème à ce qu'il soit dans cette école. Mais là, on n'était plus dans l'école. On n'était plus dans une situation ordinaire. En fait, c'est pour ça que le rêve a pris tout d'un coup cette teneur. On était dans un aéroport. On devait partir. Partir où je sais pas. Et puis après, ça s'est emmêlé, ça s'est compliqué. Il y avait beaucoup de monde autour, il y avait une presse. Mais donc, on attendait, on faisait des queues, on faisait des machins. Et moi, c'est parti un petit peu de ça. Comment toi, John Lennon, tu fais la queue, tu devrais pas, en fait. Et là, commençait cette discussion parce que tout d'un coup, on était dans un truc d'intimité. Et cette relation qu'on avait depuis longtemps, elle devenait quelque chose de spécial. En gros, je lui disais, mais comment toi,
qui a été si génial, qui est si génial, qui a été aussi connu, aussi célèbre, aussi lumineusement célèbre. Tout le monde connaît le nom de John Lennon. Et ça revient aussi parce que ces jours-ci, là, j'ai lu, on a échangé pas mal, un petit peu même sur un moment sur le destin très parallèle de la mère de John Lennon et la mère de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, c'est aussi un de mes chantiers en cours. Mais je n'ai jamais parlé en rêve à Hendrix. On avait cet échange avec Paco Mtielman à cause de son livre Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or. Je fais une vidéo là-dessus. Donc avec Paco, on échange. C'est pas la première fois qu'on échange, mais dans son livre, John Lennon est l'assassin de John Lennon, a un rôle considérable. C'est-à-dire, Paco Mtielman a un rapport fantasmé à ce type, Chapman, qui a tué John Lennon. Et je pense que c'est ça, moi, qui tout d'un coup me mettait en malaise, en truc bizarre par rapport à John Lennon. Et là, tout d'un coup, venait la discussion. Quand je vous dis que j'ai de la documentation, ça c'est au Strand à New York, cette énorme bio qui fait 700 pages, mais des pages énormes, compliquées. Ça c'est pour moi la base principale de connaissances. Je sais énormément de choses sur John Lennon. Et évidemment, il ne s'agit pas d'aller lire les niaiseries en français, il faut toujours retourner à la source. Je payais ça au Strand. Ah oui, c'est dingue, c'était $6 le bouquiniste. Et donc, John Lennon, je lui dis, mais tu sais, moi, on n'en parle pas puisqu'on travaille tous les jours ensemble, mais non seulement ta musique, je la connais. Évidemment, tout le monde connaît ta musique, tout le monde est passionné de ta musique. Je suis passionné de ta musique depuis tellement longtemps, tellement longtemps. Pour moi, quand j'avais 14 ans, mon premier disque, Sgt. Pepper's, les Beatles, le double blanc, j'étais quoi? En première, le double blanc des Beatles, et puis John Lennon, c'est Happening, et puis John Lennon, et puis John Lennon, et puis John... Et puis le concert de Toronto, Money. Avec Eric Clapton, vous savez, cette chanson qui s'appelle Your Blues. The eagle speaks my eyes, the world makes my bones feel so suicidal. And dum 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 dum, if I ain't dum dum, if I ain't dead already, oh girl, you know the reason why. Mais ça, j'allais pas lui en faire part à John Lennon parce que je savais que sa situation était trouble. Voilà, c'est là que c'était intéressant le rêve. John Lennon était quelqu'un qui avait décidé d'être dans la vie ordinaire. Et donc c'était un homme de la vie ordinaire. Mais depuis très longtemps, on croit qu'il est mort, on croit qu'il est assassiné. Et c'est vrai, il y a un Chapman qui a tué John Lennon. Et c'est terrible. Je suis allé à Central Park, je suis allé voir l'immeuble, comment ça s'appelle, le Dakota. Je suis allé juste en face à Central Park où Yoko Ono a fait ce petit mémorial. Je fais comme tout le monde le pèlerinage. Il est irréversible que John Lennon soit mort. Mais dans notre monde à nous, c'est pas incompatible. C'est-à-dire que un John Lennon était mort, justement, celui des Beatles, celui d'Instant Karma. Celui de Imagine, j'aime pas beaucoup Imagine. Par contre, qu'est-ce que j'aime énormément, ce sera ce truc Working Class Hero. Working Class Hero, c'est que c'était pris par Marianne Faithfull. Et puis d'autres, même des Français, mais je sais pas, des noms que j'aime pas prononcer. Working Class Hero. La voix, finalement, même presque la voix de Marianne Faithfull qui aurait remplacé celle de John Lennon là-dedans. Et là, je lui dis, mais à quel moment on pourrait rejoindre les deux? C'est-à-dire que nous, dans cette école d'art de banlieue, on partageait le quotidien. Je n'ai pas d'image de cantine, de choses comme ça, mais cette espèce de manière un peu plan-plan. Mais c'est normal, c'est du boulot. C'est normal que dans ces conditions-là,
on n'en parle pas de la jonction des deux, de John Lennon qui continue cette vie ordinaire, qui fait son boulot consciencieusement, et puis cet autre laissé sur la route, cet autre qui est mort. Et c'est là où moi je lui parlais, mais tu sais, ce bouquin, c'est un truc, j'en connais chaque page, je connais chaque histoire, je connais chaque détail, et il y a beaucoup de... Tiens, encore un billet d'avion, un truc d'embarquement. Il y a des trucs qui me tracassent, il y a tellement de points, d'énigmes dans cet énorme bouquin. Et là, la discussion, il y avait quelque chose, c'est à quel moment, puisque personne ne s'en rend compte de la concomitance des deux, celui qui s'est arrêté et celui qui continue, mais à condition d'être dans cette vie des ordinaires, des anonymes. C'est même pas qu'il passe pour un anonyme dans la masse des gens qui entourent, c'est simplement qu'il est anonyme. Pourquoi? Parce que celui qui n'était pas anonyme à l'intérieur de lui, le génie musicien, Chapman l'a tué un jour devant l'immeuble Dakota, novembre 80, quelque chose comme ça. C'est là où on en était avec John Lennon. Et tu t'appelles John Lennon, tu es John Lennon. À quel moment, maintenant, tu aurais le droit, toi, le John Lennon de la vie ordinaire, de revendiquer ce John Lennon tué par Chapman en 1980. Et c'est là, évidemment, où les rêves, ça a sa loi. Évidemment, moi, je travaille beaucoup le rêve, et on va en reparler dans les prochains carnets, ça va être une thématique. Mais donc, on était de plus en plus serré par la foule, on attendait, l'avion était en retard. Ça, c'est un schéma qui est un petit peu récurrent. Il y a un double escalator, et c'est ce double escalator qui amène à la salle de ce sas de départ, où il y a différentes queues, comme dans les trucs de sécurité dans les aéroports. Et puis là, tout d'un coup, justement parce qu'on était dans cette conversation, c'est-à-dire que jamais personne ne se serait mêlé de reconnaître John Lennon. Et nous, on était bien soudés, bien amis. Moi, j'étais pour rien dans l'affaire. Une jeune femme surgit devant avec ce téléphone. Ouais, selfie, photo, selfie, photo. Ouais, et donc, tout d'un coup, parce qu'on a vu cette conversation, tout d'un coup, la jonction se refaisait. Il pouvait être le John Lennon qui aurait gardé ce même âge depuis 1980, parce que dans cette vie ordinaire, évidemment, séparé de lui-même, comment il aurait pu vieillir? Je vous le demande. Alors là, ça s'en mêle, ça s'en mêle. Alors, la plupart du temps, quand je sais que ça y est, le rêve ne peut plus lutter avec ces espèces de masses qui redévalent d'images ordinaires ou de situations qui n'ont pas d'espoir, c'est-à-dire pour dans cette queue aller jusqu'à... Finalement, on se perdrait, il y aurait toujours... Donc ça, je sais que je retrouve une phase récurrente du rêve où la possibilité de maîtriser le rêve. Qu'est-ce que je parle? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je travaille? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'il me dit? Comment est cette bouche qui me parle? Comment sont ces yeux qui me parlent? Et me souvenir de ces paroles, je m'en souviens très bien. C'est un effort qui est encore plus important. C'est-à-dire comment tu reviens dans ton rêve de départ et tu te remets à ta table de travail, tu te lèves, tu viens à ton bureau et tu commences à travailler. Mon bouquin sur les Rolling Stones, il s'est écrit comme ça. C'est pour ça qu'il est fiable. C'est pour ça que les sources en sont sûres. Parce que comment je les rencontre? Je les rencontre eux dans leurs rêves aussi. Et quand on est à un certain niveau par rapport à son art, on sait rêver. Et ils m'acceptent dans leurs rêves. Enfin, en tout cas, Keith Richards, un peu Mick Jagger et parfois Charlie Watts. C'est très dense avec Charlie Watts. Mais avec John Lennon, j'avais pas la solution, j'avais pas encore le... Peut-être ça reviendra. Vous voyez, il a fallu pas mal de conjonctions pour que ça se fasse, ce rêve. Donc du coup, je suis revenu dans ma conscience éveillée, mais je sais pas lui comment il est reparti, dans quelle réalité il est reparti. Sauf que, évidemment, je le sais,
qu'il y a cette réalité double d'un John Lennon assassiné par Chapman et que un homme ordinaire continue, qui garde le même âge. Voilà, c'était le carnet d'aujourd'hui, mon rêve avec John Lennon. J'aurais d'autres choses à vous dire sur ces questions-là. Par exemple, en ce moment, j'ai un livre qui m'a fait retrouver, vous savez, c'est des choses dont je parle dans mon site, un gars qui s'appelle Jean Odo, enfin je le nomme Jean Odo, là où il apparaît dans mon site, en tout cas, quelqu'un avec qui dans les années 70, en Vendée, j'ai beaucoup travaillé. Et m'est revenu ce truc-là, qui me disait toujours que la question du sens de la rotation était important. Le sens de la rotation sur soi-même. Et là, je suis en train de lire un livre où j'ai retrouvé des choses, par exemple, où avec Jean Odo, on travaillait souvent sur le voir profond. Et lui tenait beaucoup de savoir d'une femme qu'on appelait la dormeuse de Chex, près de Fontenay-le-Comte. Jean Odo habitait Fontenay-le-Comte. Et cette dormeuse, mon grand-père aussi l'a connue. Mathias Sénard aussi, là, je crois, en a parlé. Eh bien, le savoir de la dormeuse de Chex, c'est ça. Si tu veux connaître l'affection, la maladie, le devenir de la personne qui est devant toi, tu fermes les yeux. Et cette projection qu'on fait par le front, par cette énergie qui vous traverse, elle appelait ça l'œil du dedans. Quelque chose que j'ai retrouvé chez Daniel Colobert dans Meurtre. L'œil intérieur, elle appelle ça. Mais cet œil intérieur suppose évidemment, pour le rejoindre, de travailler beaucoup sur l'absence de vision, sur l'impossibilité de vision. Bon, ça, j'ai un autre travail avec mon cousin Jean-Claude, c'est pas le truc. Mais j'avais laissé ça, et vous savez, dans ces apprentissages avec des gens comme Jean Odo, c'est toujours ça comment on pratique, c'est-à-dire qu'il vous fait faire des choses, il vous manipule. Je sens encore qu'il me tordait les épaules. Ah, c'est ça, et qui retirait parfois lorsqu'il s'agissait d'apprendre cette terrible différence d'énergie entre la rotation qui s'élève à la droite, il me disait, sens du soleil tournant autour de la Terre, et là tu peux te tourner, tu rends. Et l'accès au rêve, c'est un exercice qu'on peut faire dans le rêve, c'est-à-dire tu es en train de rêver. Le rêve est toujours devant soi. Le rêve est au début souvent ordinaire, le rêve ramène des choses qu'on a dit. Et quand tu es dans ton rêve et que tu prends conscience du rêve, là j'entends toujours cette voix de Odo et je sens ses mains sur moi. Tu es dans le rêve, tourne soleil-terre. Et là, mais justement, c'est comme ça que j'ai appris à rencontrer Rolling Stones et autres. C'est que dans ton rêve, tu rentres dans d'autres réalités. C'est de vieux savoir, c'est classique, etc. Et j'avais oublié aussi que Odo, des fois, me tournait dans l'autre sens. Et là, tu t'enfonces. Et tu t'enfonces dans quoi? Il disait, lui, tu t'enfonces dans la misère de toi. Et il dit, ça peut être joyeux, ça peut être fascinant, même là, avec John Lennon, de dire, tu t'en vas, tu tournes soleil-terre, et tu t'en vas là, dans ce sens-là, vers ton rêve. Mais se tourner, et là, s'enfoncer. Qu'est-ce qui sort dans la misère de toi? Il dit, tu sens les mains dans la terre, tu sens les mains dans la boue. Des fois, on était dans le marais, il y a des bulles de méthane. Il disait, sens les bulles de méthane. C'était très curieux parce qu'on était ensemble dans un appartement tout banal. Enfin, il y avait toujours une pièce vide. C'est là où on se retrouvait pour travailler dans cette pièce vide. Et il me disait, sens ces bulles de méthane. Et en fait, les bulles de méthane, on arrivait à les provoquer, à ce qu'elles sortent. Il dit, à ce moment-là, tu sauras ce que tu sors de toi-même. Et comme je commençais la littérature, il me disait, la littérature, tu l'apprendras souvent là, dans cet enfoncement. Mais il y a un moment, tu l'écartes, l'enfoncement, et tu recommences soleil-terre, et tu tournes. Et là, tu entres dans le rêve, et tu auras accès à... C'était le complément à mon rêve de John Lennon. C'est peut-être une inflexion pour ces carnets, mais comment je pourrais aller ailleurs?